Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter une analyse d'article qui va parler sur l'immunoprophylaxie des infections respiratoires. C'est un article publié par les trois chercheurs Christelle Dreffer, Françoise Ramiz et Jane Michel Alonso qui travaillent dans le laboratoire de biopharmacie et microbiologie. Tout d'abord, le système immunitaire nous protège en permanence des agressions extérieures. Il est déjà actif à la naissance, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée, mais il continue à se construire et se perfectionner tout au long de notre vie. C'est l'immunité acquise. Il est déjà connu qu'avec l'âge ou la maladie, l'immunité s'affaiblit et le corps devient plus vulnérable aux infections. Donc dans cette vidéo, on va vous expliquer comment l'immunothérapie stimule les défenses immunitaires du malade contre les infections, particulièrement les infections respiratoires. L'immunité est altérée par plusieurs conditions. On cite des conditions pathologiques comme le déficit immunitaire dû au stade SIDA. Physiologique, c'est le cas des personnes âgées ou bien les maturités chez les enfants. Aussi des conditions iatrogènes, l'immunosuppression et l'inactivation du système immunitaire. Aussi l'utilisation excessive des antibiotiques développe une résistance bactérienne qui cause des proliférations bactériennes au niveau des organes par plusieurs voies. C'est le résultat des maladies graves. En plus, l'absence de la thérapie contre les infections virales est l'une des problématiques posées actuellement. Tous ces facteurs conduisent à l'utilisation de l'immunothérapie. On peut utiliser deux voies d'administration, la voie curative ou bien la voie préventive, qui est la voie la plus efficace consiste à inhiber les étapes précoces du processus infectieux, appelée aussi l'immunoprophylaxie. L'immunité des épithéliums respiratoires repose sur les mécanismes de l'immunité innée, déterminés principalement par l'escalator mucociliaire et la présence de sécrétions muqueuses et d'anticorps locaux. Les épithéliums respiratoires constituent un site primaire exposé au déclenchement d'infections potentiellement invasives. La flore commensale inhibe l'implantation de pathogènes exogènes. Les muqueuses contiennent des substances qui ont des activités antimicrobiennes. Les immunoglobulines A sécrétoires sont prédominantes dans le tractus respiratoire supérieur de rhinopharynx au bronchiole, tandis que dans les alvéoles pulmonaires, ce sont essentiellement des IgG qui prédominent. Les IgA sont sécrétés dans les muqueuses par les lymphocytes B, et les IgG proviennent du plasma par extravasation. Ces mécanismes-là constituent une première barrière efficace s'opposant à l'implantation, la prolifération et la dissémination des micro-organismes. Parlons de l'anatomie du système respiratoire. Les poumons sont composés de conduites, les bronches, qui se ramifient en voies respiratoires plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, qui sont des petits sacs fragiles en forme de grappe, l'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire, l'O2 quitte l'air pour passer dans le sang et le CO2 s'échappe du sang peut être rejeté dans l'air. Lorsqu'un micro-organisme franchit les barrières de l'organisme, les muqueuses, et descend jusqu'au poumon, il vient se loger dans les alvéoles. Et là, il se forme un amas de fluide. C'est un ensemble de globules blancs et le reste de bactéries détruites et des bactéries vivantes qui continuent de se reproduire. Comme le montre la figure, c'est une inflammation au niveau des alvéoles. Une sorte de barrage se constitue qui empêche l'oxygène de passer dans le sang et le CO2 d'en sortir. Les alvéoles ne fonctionnent plus, alors on parle d'infection respiratoire. Beaucoup de micro-organismes, parasites, virus, champignons, peuvent déclencher une pneumonie. Mais deux bactéries en particulier sont responsables des cas les plus sévères. Haemophilus influenza type B et Streptococcus pneumoniae.
Les progrès thérapeutiques en matière d'immunoprophylaxie des maladies respiratoires sont apportés par l'immunoglobuline polyclonale intraveineuse, l'immunothérapie par voie topique et également par l'utilisation des anticorps monoclonaux. Il existe plusieurs formes d'anticorps. Deux formes interviennent dans l'immunothérapie. L'immunoglobuline de classe G monomérique, qui porte dans le fragment constant les fonctions effectrices des anticorps, l'activation par voie classique de complément et interviennent dans la phagocytose. Et l'immunoglobuline de classe A, dimérique ou polymérique, qui est considérée comme première ligne de défense au niveau de sécrétion contre les micro-organismes et connue sous le nom d'immunité locale. Un anticorps est une glycoprotéine complexe, formée de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes légères identiques et 2 chaînes lourdes identiques, qui sont reliées entre elles par des ponts de sulfure, assurant une flexibilité de la molécule. Ces chaînes forment une structure en Y. Les terminaisons 1 de 4 chaînes polypeptidiques sont appelées régions variables au fragment AB, impliquées dans la liaison à l'antigène, le complexe paratope et pétope. Des autres régions des chaînes sont des fragments constants qui interviennent dans l'activation de compléments et l'élimination de complexes immunes et non pas dans la reconnaissance d'antigènes. Donc, le rôle d'anticorps consiste à détecter et neutraliser les micro-organismes. Le premier progrès thérapeutique, c'est l'immunoglobuline polyclonale intraveineuse, IVIG. Il y a une grande diversité d'anticorps dans les plasmas. Et aussi, il y a deux types d'IVIG qui ce sont des préparations monomériques d'IgG, incluant d'IgG1, IgG2 et IgG3. Le premier type d'IVIG standard, non spécifique. Ce sont des anticorps des donneurs naturellement immunisés ou vaccinés contre une grande diversité de pathogènes primaires ou opportunistes. Le deuxième type, qui ce sont des IVIG hyperimmunes, sont obtenus à partir du plasma de donneurs porteurs des anticorps spécifiques qui peuvent être 5 à 10 fois plus élevés que dans les IVIG standards. Sont efficaces contre nombreux virus et des bactéries. À l'époque, ils ont utilisé une injection intramusculaire. Puis, ils l'ont passé à l'injection intraveineuse, mais actuellement, on utilise des injections subcutanées. D'un point de vue pharmacocinétique, l'injection intraveineuse ne garantit pas la distribution des IgG du compartiment sanguin vers les épithéliums muqueuses, site primaire d'acquisition de la plupart des infections respiratoires. En effet, les IgG monomériques sont capturés de manière non spécifique par des récepteurs membranaires pour le fragment constant des cellules du système réticulo-endothélial. L'administration des anticorps par voie topique au site même de développement de l'infection permet de contourner ces inconvénients. Le deuxième progrès thérapeutique d'immunothérapie des infections respiratoires par administration topique d'anticorps. Ce progrès a plusieurs avantages, quels que soient en termes d'efficacité ou bien de tolérance. Les chercheurs disent que cette voie nous permet une activité immédiate avec une administration aisément reproductible et aussi bien tolérée. Le traitement ciblé au site même de l'infection, il n'interfère pas ou peu avec le système immunitaire de l'hôte. Elle présente aussi une adaptation rapide à la préparation d'anticorps à toute nouvelle variété antigénique. Cette voie elle est efficace contre les pathogènes extracellulaires ou la dissémination intracellulaire des pathogènes intracellulaires et aussi contre les états précoces de colonisation de l'épithélium et l'inhibition des effets cytotoxiques par l'agglutination des micro-organismes, ce qu'on appelle l'évacuation mécanique. Mais elle est moins évidente en thérapie curative de l'infection déclarée et inefficace contre les virus intracellulaires. Immunothérapie par anticorps monoclonaux. Ils sont homogènes et spécifiques d'un épitope sélectionné,
produit in vitro à partir de clones de lymphocytes B, de souris spécifiquement immunisées. Chaque lymphocyte B est isolé et mélangé avec myélomacèle. Les deux cellules fusionnent pour former un type de cellule appelé hybridoma-cell. Les trois types de cellules sont ensuite mises en culture dans des conditions qui permettent la prolifération que les cellules d'hybridoma. Chaque hybridoma-cell produit un seul type d'anticorps contre un épitope sélectionné, mais celle qui produit l'anticorps désiré est ensuite mise en culture à nouveau. À la fin, les anticorps monoclonaux sont isolés et purifiés puis industrialisés. Leur nature détermine également leur mode d'action. Leur spécificité permet leur utilisation en tant que médicament aux effets définis. Les anticorps monoclonaux d'origine humaine expriment une immunoglobuline d'intérêt thérapeutique difficile à produire, alors ils ont utilisé la génie génétique. Dans ce progrès, ils ont trouvé que l'épitope des anticorps est invariable. Mais il existe une variation antigénique qui va échapper l'immunothérapie. L'immunothérapie est efficace contre plusieurs maladies, citant la rougeole, la varicelle, la coqueluche. Ainsi la diphtérie, le tétanos, la méningite. On rajoute également la pneumonie bactérienne et virale. Pour une infection respiratoire virale, on a pris l'exemple d'une pandémie due à coronavirus, dite pandémie du Covid-19. C'est une maladie infectieuse émergente qui s'est propagée dans le monde entier. C'est un type de virus à ARN possédant un taux élevé de mutation. Il est enveloppé de symétrie sphérique et couvert de spécules constituées de diverses protéines lui donnant l'apparence d'une couronne lorsqu'il est observé sous microscope. Il est fortement contagieux et se transmet lors d'un contact rapproché par voie aérienne. Il a un tropisme pour de nombreux types cellulaires, dont les cellules ciliées des muqueuses respiratoires. Une fois rentré dans le cytoplasme, il va détourner la machinerie cellulaire de la cellule hôte à son profit, et ça se traduit par l'apparition des symptômes tels que la toux, la fièvre et un petit syndrome grippal. Les personnes âgées et ceux qui ont d'autres problèmes de santé sont les plus susceptibles de mourir. Les hommes sont plus touchés que les femmes et les enfants sont les moins touchés. Voici le bilan statistique du Covid-19 dans le monde. Les médecins chinois ont testé la transfusion de plasma issue de patients guéris sur des malades ayant une forme grave de Covid-19, ce qu'on appelle transfert d'immunité. C'est pour renforcer les défenses immunitaires d'individus récemment atteints. Il s'est avéré que chaque don pourrait potentiellement sauver 3 ou 4 vies. Une expérience similaire sera effectuée en France et aux États-Unis. Et puis, on conclut que le but des traitements d'immunothérapie est de restaurer la capacité d'action du système immunitaire face aux infections. Notre vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention.